Les grands enjeux sur SR Docteur TV, bienvenue à ce nouveau numéro. Beaucoup sont ces enfants qui grattent les yeux, qui se plaignent des maux de tête de la rentrée scolaire, ce qui n'éveille pas le plus souvent l'attention à la fois des enseignants, mais aussi les parents à la maison, ce qui peut affecter les taux, sinon les pourcentages de réussite à la fin de l'année. L'enfant est pris pour cible, on le soupçonne de paresse, alors qu'en réalité, un problème est sous-jacent. La détection des troubles visuels, sinon des maux d'yeux, et la réussite scolaire, c'est ce qui nous intéresse donc dans ce numéro. Et notre invité, le docteur Yao Sepopo Primpé, il est le coordonnateur du programme national de santé oculaire au Togo. Bienvenue, docteur Primpé. Bonjour, monsieur Issifou. Bonjour, chers téléspectateurs. On se retrouve encore. C'est vrai qu'on a eu l'occasion déjà de parler des vices de réfraction, pardon. C'est le jargon. Oui. Mais ce que nous appelons couramment les maux d'yeux, les troubles visuels, et que l'on se rend compte que quand on évoque, disons, ces troubles-là, surtout chez les petits-enfants, les scolaires, il y a un problème, il y a un enjeu majeur, il y a une problématique réelle qui est là. Oui, au jour d'aujourd'hui, les statistiques montrent que 80% d'informations que nous avons, c'est à travers les yeux. Oui. Et donc, les maux d'yeux, que ce soit les troubles de la vision, liés ou pas au vice de réfraction, peuvent être un enjeu crucial si l'enfant ne voit bien, pas bien, surtout pour sa réussite scolaire. Bien évidemment, vous le dites, enjeu crucial à la fois de réussite, mais en même temps de santé publique, parce qu'au-delà, derrière, c'est des problèmes cachés, comme je le dis, sous-jacents. On parle de la réussite. Et là, nous sommes sur un plateau d'enjeux, c'est pour ça que nous l'abordons sous cet angle-là. Regardons un peu la situation en général au niveau des enfants, le plus souvent, par rapport donc aux troubles visuels, aux vices de réfraction, comme vous l'avez dit, avec cet élément de la rédaction, et puis nous revenons. Les troubles visuels chez les enfants sont un problème de santé publique important. Selon l'OMS, environ 1,4 million d'enfants dans le monde sont aveugles ou ont une déficience visuelle sévère. En Afrique, la prévalence des troubles visuels chez les enfants est particulièrement élevée en raison de facteurs tels que la pauvreté, le manque d'accès aux soins de santé oculaire et les carences nutritionnelles. En effet, le lien entre troubles visuels et faible performance scolaire est bien établi, particulièrement pour la lecture et l'écriture. Selon une étude, près de 48% des parents rapportent que leur enfant présente au moins un problème de vue. En Afrique subsaharienne, on estime que plus de 60% des enfants n'ont pas accès à des soins de santé oculaire adéquats. Au Togo, la situation des troubles visuels chez les enfants est préoccupante. Selon une étude menée en 2015, environ 60% des enfants togolais sont victimes de violences, y compris des violences liées à leur état de santé, notamment visuel. Le manque d'accès aux soins de santé oculaire et la pauvreté sont des facteurs importants qui contribuent à la prévalence élevée des troubles visuels chez les enfants togolais. Cependant, les troubles visuels non corrigés peuvent avoir un impact significatif sur la scolarité des enfants. Les difficultés visuelles peuvent entraîner des difficultés d'apprentissage, des retards scolaires et une diminution de la confiance en soi. Il est donc essentiel de détecter les troubles visuels précocement et de fournir des soins appropriés pour prévenir les complications à long terme en augmentant l'accès aux soins de santé oculaire pour les enfants, mettre en place des programmes de dépistage précoce des troubles visuels, fournir des lunettes et des soins oculaires appropriés aux enfants qui en ont besoin et surtout sensibiliser les communautés et les parents à l'importance de la santé oculaire pour les enfants. Docteur Yao Primpé, on voit bien que, comme vous l'avez si bien introduit, 80% des informations que nous recevons, c'est par donc les yeux. Oui. Et cet enfant qui va à l'école, on s'attend à ce que normalement, ces 80%, ce flux-là, puisse rentrer, immerger et aller donc se loger dans le cerveau. Ce qu'il va rendre lorsque les épreuves, les examens vont se
présenter Oui. à ces enfants-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque le plus souvent? Parce que vous avez fait un travail sur le terrain, vous faites un travail depuis des années, où vous essayez de dépister, de corriger ces vices de réfraction. Mais quel est le constat qu'on fait sur le terrain? Bon, le constat est souvent simple, jusque environ 3 à 5% de nos élèves ne voient pas bien. Et au-delà, si nous prenons les études universitaires, c'est environ 20% de ces élèves qui ne voient pas très bien. Et donc, c'est un problème de santé publique parce que ces élèves qui vont aller à l'école, qui n'arrivent pas à bien voir, et au niveau dans leur cahier ni au tableau, et ne vont pas pouvoir assimiler l'information qui leur est portée, et donc leur réussite peut être entravée au cours de leur cursus scolaire. Il y a des petits symptômes, on viendra là-dessus, qui peuvent nous alerter, et les parents comme les enseignants, comme l'ensemble de l'entourage, pour que ces enfants puissent être vus très tôt, et peut-être ce n'est que des problèmes mineurs qu'on peut régler et qui vont faire en sorte que ces enfants reprennent les cours et peuvent avoir une bonne réussite scolaire. Alors vous le dites, réussite compromise par faute de détection, justement donc de ces problèmes. Et vous dites qu'il y a quelques signes quand même qui sautent aux yeux, qui peuvent permettre aux parents, qui peuvent permettre donc aux formateurs, à l'enseignant, de pouvoir très vite signaler le problème ou plus ou moins référer l'enfant s'il y a un problème aigu qui se pose directement. Mais là, ce n'est pas des cas qui arrivent souvent. Ce que vous dites, ce sont des problèmes beaucoup plus latents qui sont là. On va voir un peu les signes avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe le plus souvent pour ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on peut remarquer chez eux? Oui, souvent les enfants qui sont en âge scolaire, l'enfant peut venir vous dire que je ne vois pas. Voilà. Il l'exprime. Il l'exprime. Mais pour la plupart des cas, l'enfant étant né, et des fois il pense que c'est comme ça que tout le monde voit. Il n'a pas vu autrement avant, donc il se dit que c'est comme ça que tout le monde voit. Et donc il fait un peu avec. Je vous raconte une anecdote où un patient à Dapan m'a raconté qu'il n'a su qu'un de ses yeux ne voit pas que quand elle a demandé à d'autres amis avec lesquels elle était en train de s'amuser, si par hasard, chez eux, c'est les deux yeux qui voient. Elle ne voyait pas d'un œil de plus. Mais elle ne savait pas. Elle pensait que c'est comme ça que sa vision, que tout le monde voit d'un œil et que l'autre œil, bon, ne doit pas voir normalement. Elle a peut-être en sorte de secours ou quoi. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est que l'homme naît et les deux yeux sont là, peut-être dans son esprit, c'est pour l'esthétique, ne pas paraître peut-être un monstre, ou voilà, un être étranger et qui n'est pas issu de notre, disons, environnement habituel. Et donc, elle se dit, c'est normal, parce que personne n'a eu la présence d'esprit de remarquer quoi que ce soit, et elle-même n'ayant pas l'information non plus. Donc, pendant longtemps, elle regardait d'un seul œil. Oui, d'un seul œil. Et donc, c'est en demandant un jour, par hasard, aux autres, qu'elle se rend compte que, non, c'est un œil seulement qui voit chez elle et que ce n'était pas normal. Donc, c'est pour vous dire que l'importance première, c'est les consultations, les observations, l'écoute de ces enfants qui sont très importants. L'écoute, parce que l'enfant va se plaindre de certaines choses. Je ne vois pas bien. Non, toi tu es paresseux, tu ne veux pas apprendre, c'est pour ça que tu racontes des histoires. Voilà. J'ai mal à la tête. Et il lit,
mais il lit K à la place de X, par exemple. Oui. Il ne lit pas bien. Il écrit, il n'écrit pas sur la ligne. Il copie chez son voisin. Au lieu de copier au tableau, il copie chez son voisin. Et oui, il y a des où il approchait trop Le cahier près des yeux, voilà. de ses yeux le cahier avant de lire. Donc tout ça là doit nous alerter. Beaucoup de choses, d'autres doivent nous alerter pour savoir que il y a un souci au niveau de mon enfant que je dois corriger, au niveau de mon élève que je dois amener les parents à corriger. Et donc, normalement, dans les pays développés, les consultations préscolaires sont souvent obligatoires. Et donc, au cours de cette consultation préscolaire, on détecte ces problèmes-là et on essaie de les corriger. Si on ne peut pas les corriger, on adapte l'enseignement à cet élève-là. Alors, ce qu'on dit, c'est que quand on veut amener l'enfant à l'école où l'enfant arrive, peut-être pour l'inscription, on va exiger que justement cette consultation soit faite d'abord. Oui, que l'enfant aille faire certaines consultations spécialisées. Voilà. En l'occurrence, celle qui nous concerne particulièrement, donc l'œil, voilà. Oui, l'audition. Également. Un enfant qui n'écoute pas bien ne peut pas évoluer normalement. Voilà. Et la parole également, etc. Il y a d'autres choses. Comme ça, on pourra référer cet enfant justement ou l'inscrire dans une école spécialisée si le problème ne peut pas être réglé dans l'immédiat. Oui. Ou si l'école peut s'adapter à cet enfant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup d'écoles spécialisées, mais on parle de l'école inclusive. Oui. C'est-à-dire l'enseignant qui enseigne, il enseigne tous les enfants, mais s'adapte à l'enfant qui a des particularités. C'est-à-dire qu'on distingue la façon dont on va distiller donc l'information, sinon les leçons, les cours aux autres ne va pas être la même chose que pour cet enfant dans un cas particulier qui est là, qui n'entend pas bien, mais ce qui nous concerne, qui ne voit pas bien. Donc en ce moment, l'enseignant prend des dispositions particulières pour aider cet enfant à pouvoir assimiler les cours. Alors cela suppose en amont que l'enseignant ait été formé. Oui. Il y a des programmes de formation. Oui. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les écoles de formation des enseignants ont commencé par intégrer au Togo, à intégrer ces modules de formation dans l'enseignement, dans le cursus de ces élèves qu'on forme actuellement au Togo. Et c'est une très bonne chose que nous sommes en train de voir au Togo, où l'enseignement doit devenir inclusif. On doit faire en sorte que tout ce qu'il y a comme méthode de formation, d'enseignement, puisse être adapté à toutes les catégories des déficits qu'on a sur le territoire. Alors vous le dites, ces déficits, c'est vrai qu'on ne va pas aller faire donc, on va dire, le top-in des déficits, en même temps des problèmes. Ce sont les enjeux qui vont nous intéresser particulièrement ici. Alors quand on parle d'enjeux, c'est que c'est tout un champ exploratoire qu'on a devant soi. Que de dire, parce qu'il y a déficience visuelle, il y a donc trouble visuel, il y a mot Dieu, il y a problème pour les enfants à bien voir, on ouvre un champ à la fois de recherche, on ouvre un champ à la fois d'élaboration, disons, d'initiatives qui peuvent permettre de dire qu'on a des paquets de programmes spécifiques pour pouvoir l'aider. Et vous, ce que vous avez fait dans le temps et que vous faites le plus souvent, ce sont donc les campagnes de dépistage. Alors tout cela, comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce qu'on mobilise les moyens? Comment est-ce qu'on fait pour que les décideurs soient vraiment, vraiment à l'écoute et inscrivent cela en priorité quand on parle de la scolarité de nos enfants? Oui, ce que nous on fait au jour d'aujourd'hui, c'est, on va le dire, c'est à des échelles assez minimes. Et les dépistages scolaires de vices de réfraction que nous faisons, l'octroi gratuit de verres que nous faisons, etc.,
sont à l'échelle minime. L'idéal, c'est d'aller vers la santé scolaire, Voilà. qui globalise et inclut la santé oculaire. Et donc, qui va permettre à un enfant qui rentre à l'école de se faire dépister pour les différents problèmes qu'il peut avoir, corriger ce qu'on peut corriger et s'adapter à ces enfants chez qui on ne peut pas corriger le déficit. Et s'adapter, c'est ça d'ailleurs l'handicap. L'handicap, c'est quand on a une incapacité et qu'il y a des barrières. Mais l'handicap est levé donc quand il y a l'incapacité, mais qu'on met l'accessibilité. Et quand on met l'accessibilité, vous verrez que l'enfant ou la personne qui a l'handicap ou qui a le déficit n'est plus une personne handicapée. Parce qu'on a favorisé les l'accès. conditions environnementales, les barrières comportementales sont levées et permettent à ce dernier d'évoluer dans une atmosphère où il est à l'aise. C'est-à-dire qu'il s'épanouit, il peut évoluer également, et se sentir quand même inclus aussi dans la société. Oui. Et en même temps, cela lui permet de pouvoir lui aussi participer à la construction, sinon à l'animation de la vie quotidienne de la communauté, sinon des familles. Est-ce que ce que vous dites là, c'est une réelle problématique qui s'oppose aux pays africains, pas que le Togo, où on sait très bien que le plus souvent d'ailleurs, c'est que on n'a pas de données chiffrées, bien documentées, qui permettent de dire à telle échelle, on peut élaborer une vision pour telle période et qu'on met les moyens en place et qu'on a des programmes durables et surtout pérennes. Alors tout cela aujourd'hui, comme enjeu majeur, qu'est-ce que vous proposez au niveau du PNSO et qu'est-ce qui est en train d'évoluer également au niveau des partenaires parce que on en a besoin. Bon, au jour d'aujourd'hui, au niveau du programme, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus les dépistages scolaires que nous faisons et pour pouvoir répondre un tant soit peu à moindre échelle aux besoins de ceux qui en ont besoin, c'est de pouvoir au moins avoir une certaine accessibilité des verres correcteurs sur l'ensemble du territoire, c'est de pouvoir également faire des plaidoyers au niveau des décideurs pour qu'il y ait la santé scolaire, pour qui est incluant la santé oculaire et qui est vraiment l'effectivité de l'éducation inclusive dans ce pays pour permettre à ceux qui sont dans des situations d'handicap de pouvoir surmonter un tant soit peu cet handicap dans leur éducation. Plus tard, on verra, parce que c'est un chantier assez vaste, parce qu'il faut également plaider pour qu'on revoie l'environnement. Parce que nous, on est avec un peu, si ça ne va pas, c'est qu'on est avec les aveugles. Mais un aveugle qui va circuler dans la circulation, il y a des signalisations qui doivent permettre à ce dernier de se mouvoir sans avoir de problème. Mais pour l'instant, à petite échelle, nous allons gravir cet échelon tout en faisant des plaidoyers au niveau des décideurs et des partenaires également pour qu'ils nous aident à pouvoir asseoir petit à petit ces programmes. Ce que vous dites, c'est d'aller vers effectivement des dispositifs beaucoup plus étendus qui prennent en compte toutes les innovations aujourd'hui, de dire que quand l'aveugle quitte sa maison,
si ce sont des bruits, si ce sont des signalisations sonores qui lui permettent de savoir quelle direction prendre également, on peut envisager cela. C'est vrai qu'ailleurs, ça se met en place. C'est faire en sorte que chez nous également, on puisse bénéficier de cela. Mais en revenant à ce que vous êtes en train de dire, vous le dites, c'est que dès la rentrée, avant même la rentrée, aujourd'hui, idéalement, est-ce qu'il faille organiser les sessions de dépistage dans les grandes écoles de région surtout, pour pouvoir déjà voir un peu si, mettant cela dans le paquet donc de la rentrée, on puisse permettre qu'il y ait les moyens de dépister les enfants avant qu'ils arrivent même à l'école. Parce que quand l'enfant commence déjà et qu'on arrive et qu'on détecte les problèmes, là encore c'est qu'on a perdu du temps ou on va perdre du temps parce qu'il faut qu'il fasse le va-et-vient entre l'école et l'hôpital. Oui, comme vous l'avez dit, et effectivement, et quand je parle de la santé scolaire, c'est beaucoup plus ça. Et on est beaucoup plus dans la prévention. Où dès que l'enfant, on sait déjà que dès qu'un enfant naît, il y a un premier examen pour voir la situation anatomique, etc., de la vision de l'enfant, etc. Mais avant que l'enfant n'aille à l'école, s'il y a une santé scolaire qui est mise en place, et vous verrez que les enfants automatiquement vont aller vers ces structures-là. C'est-à-dire qu'il y a un couloir de migration vers en fait la détection, en même temps la réparation. Oui, la détection, la correction, si on peut corriger. Et si on ne peut pas corriger, on prévoit l'adaptation. On prévoit l'adaptation. Et ça, l'enfant continue son cursus comme si rien n'était. C'est un peu l'idéal. Ça, c'est une vue idéale de ce qu'on peut faire. Mais c'est pas que c'est pas idéal utopique. C'est réalisable. C'est réalisable. Il suffit, on a déjà les grandes bases pour le faire. Parce que quand on prend AMU scolaire, ça veut dire que les consultations sont déjà gratuites pour les enfants. Comment l'appelle-t-on? Les lunettes sont gratuites pour les enfants. Les médicaments sont gratuits pour les enfants. Peut-être la chirurgie est gratuite déjà pour les enfants. Ça, c'est l'AMU qui est là, l'assurance maladie universelle. C'est déjà là. Maintenant, c'est de mettre les mécanismes ou bien de rapprocher les écoles, la santé des établissements scolaires. C'est ça. Dans d'autres pays, on parle d'infirmerie scolaire. Il suffit d'avoir des infirmeries scolaires où obliger les enfants, les parents, à amener les enfants à l'école et en consultation avant de rentrer à l'école. Et puis, le problème serait réglé. Ce que vous dites à ne pas confondre quand on parle d'infirmerie, c'est vrai que c'est une structure bien équipée, avec tous les éléments. C'est pas juste ce qu'on voit dans certains établissements avec les boîtes à pharmacie, sinon les boîtes de secours qu'on a là, c'est d'avoir un dispositif où on a également, donc, soit un généraliste ou un spécialiste qui est là, sinon des spécialistes pour chaque domaine, ou quand on vient, puisqu'on ne parle pas que de la santé oculaire, dans la globalité de la santé scolaire. Pour ce qui nous intéresse, c'est que l'ophtalmo, il est là. Quand on vient dans cette infirmerie, il peut regarder directement, parce qu'on aura signalé quelques problèmes que vous avez évoqués plus haut, maux de tête, enfant qui rapproche le cahier trop des yeux, qui lit mal, qui écrit non sur la ligne, mais entre les deux lignes du cahier. Tout ça, on signale. Il confirme donc le diagnostic là-bas et il peut déjà prescrire les verres. L'idéal aussi, c'est de faire en sorte que sur place, on puisse très rapidement donner les montures. Vous avez souvent fait ça lors de vos campagnes. Donc, comme vous le dites, la base est là. Il suffit de dire qu'on décrète et qu'on organise tout cela. Et que chaque établissement puisse faire la demande et en disposer. Oui.
On peut ne pas aller au-delà de ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire avoir juste une infirmerie sur laquelle les programmes peuvent se greffer pour organiser leur activité. Même si je Par ne exemple, pas sur place là-bas. Il y a l'infirmier et si je viens, je lui apprends au moins comment faire lire un chat, l'échelle d'acuité visuelle, et s'il sait le faire pour les enfants, il peut détecter des cas et les référer vers les structures plus spécialisées. C'est un peu quelque chose comme ça que nous pouvons commencer et petit à petit faire grandir pour avoir une structure peut-être de district dédié aux visites scolaires, aux visites scolaires, c'est-à-dire là où les élèves ils vont, les apprenants vont pour leur consultation. Et en ce moment, ce que vous êtes en train de dire, déjà, on a les éléments pour le moment, pour l'instant, pour pouvoir commencer. Ça veut dire qu'on ne peut pas estimer qu'aujourd'hui, on n'ait pas les moyens. Vous l'avez dit, les bases sont là. La MU, l'assurance maladie universelle, qui prévoit déjà un paquet de soins. Pour les élèves. Pour les élèves, et c'est gratuit d'ailleurs. Donc, c'est d'identifier. On dit, voilà, qu'on est là, on dit, voilà, celui-là, il prend l'information, il envoie donc à la structure dédiée, voilà, peut-être plus grande, qui peut régler le problème de manière globale. Et ça, c'est ce que nous savons. Mais là, actuellement, sur le terrain, vous avez fait un travail avec les gens, parce que les campagnes ne viennent pas que pour détecter et puis on s'en va. Est-ce que dans les écoles aujourd'hui, les enseignants, vous l'avez dit, dans les curricula, on met les modules d'adaptation. Mais là également, est-ce que les enseignants qui sont là aujourd'hui, à cette rentrée, on peut estimer qu'ils peuvent nous aider avec les enfants qui sont là? Ils en ont l'information, sinon plus ou moins les aptitudes. Oui, dans notre, depuis 2017, dans nos campagnes de dépistage, après on a changé un peu la stratégie en se basant sur ces enseignants, en les formant à reconnaître un enfant qui peut présenter des déficiences visuelles, et en leur apprenant comment faire lire à un enfant une échelle d'acuité visuelle. Nous l'avons fait et nous les utilisons également pour sensibiliser les enfants et parents sur l'importance d'utiliser les verbes. Puisque quand nous faisons le tour et que nous octroyons des verbes aux élèves, il y en a qui ne les utilisent pas. Il y en a que les parents refusent le port. Parce qu'on raconte dans les idées reçues des lunettes, vous savez ce que... Voilà, les idées reçues, on dit vous savez les verbes aggravent plus les problèmes. Donc du coup, ces enseignants jouent ce rôle-là. Ils les sensibilisent, ils les recommandent le port des verbes à ces élèves et ça nous a permis lors d'une évaluation de voir que la plupart des verres qu'on avait distribués sont encore en bon état et que les enfants les utilisent, sauf quelques-uns qui les ont cassés et certains ont même renouvelé leurs verres. Ah d'accord. Ça veut dire qu'au moins les gens ont pris ces habitudes-là, donc d'utilisation, d'usage donc des verres correcteurs, et que aujourd'hui on peut estimer que la situation évolue plus ou moins sur le terrain. Alors néanmoins pour ces quelques parents encore qui sont réticents, faut-il au-delà maintenant des enseignants, peut-être puisqu'il y a des comités de parents d'élèves dans pratiquement chaque établissement, c'est peut-être étendre cette formation à cette cible-là également? Oui, c'est beaucoup plus pour les parents d'élèves, c'est la sensibilisation que nous devons faire. Et je pense qu'avec nos sorties futures, on va inviter ces parents
et essayer de les sensibiliser sur l'importance d'abord d'écouter les enfants, d'écouter les enseignants, d'écouter l'entourage sur les plaintes de ces enfants. Parce que des fois, l'enfant vient, il se plaint, mais on ne les écoute pas. Donc, ils doivent écouter. En dehors d'observer, ils doivent également écouter ce qui se fait. Et l'importance de consulter au besoin un spécialiste pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et quand on essaie d'apporter une solution, le respect de cette solution aussi est important. Parce qu'il y en a qui viennent effectivement consulter et on leur prescrit les vers, par exemple. Je ne dis pas seulement que c'est pour les vers. On leur prescrit les vers, par exemple. Oui. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils ne les achètent pas. Ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, on peut comprendre. Mais s'ils ont les moyens et qu'ils ne l'achètent pas, c'est qu'ils ne trouvent pas. Pourquoi c'est important? Voilà, c'est-à-dire que l'intérêt pour eux n'est pas avéré. Et même si ceux qui viennent recevoir les vers, autour les idées reçues autour des vers, font que quelque part on ne les utilise pas. Et donc en réalité, on ne règle pas le problème et qu'on n'évolue pas. Aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que vous avez des difficultés. On vous a appris comment pouvoir vous rendre compte de ces difficultés, notamment chez vos enfants. Et de deux, on vous a montré le chemin à faire pour pouvoir trouver une solution. C'est de prendre le chemin et quand on a la solution, c'est de la mettre en œuvre, en pratique et de se dire, bon voilà, au moins pour pouvoir observer s'il y a un quelconque changement chez l'enfant et on pourra dire, ah, la solution elle est efficace ou elle ne l'est pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut envoyer comme message auprès des parents. Oui. Il faut que les parents se rendent compte qu'un enfant qui se plaint n'est pas forcément fautif. Il a peut-être une raison de se plaindre et que au-delà de ce que nous appelons un enfant capricieux au-delà de caprice, ça peut s'avérer être un problème réel. Au moins, il faut l'écouter. Qu'il faut écouter et prendre en compte et aller vers les spécialistes qui vont peut-être vous dire, oh, bon, ça, tout est OK, il n'y a pas de souci, peut-être c'est des caprices, d'accord. Mais tant que vous ne voyez pas de spécialistes, vous ne pouvez pas conclure. Donc il faut forcément que celui qui sait puisse vous dire, ah, j'ai vu, l'enfant, il s'amuse à vos dépens, néanmoins continuez à l'écouter, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut être vrai. C'est ça aussi. Son enfant, on l'écoute, c'est tout. Alors deuxième chose, c'est que, d'accord, nous avons vu le problème, voilà ce que nous allons faire ensemble, et ensemble, nous allons corriger le problème. Alors, on a vu un peu ce qu'on peut dire aux parents. Mais aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qu'on fait dans les écoles, les campagnes, l'octroi des vers, c'est quelqu'un qui finance ça. Ça veut dire que si on propose aujourd'hui des projets, des programmes, il faut penser à la mobilisation des ressources. Et ça, c'est un autre défi également. En fait, ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui doit évoluer. Et pour le faire évoluer, il faut rendre accessibles les vers. Quand je dis rendre accessibles les vers, ce n'est pas seulement sur le plan, j'ai une boutique ici, et je vais m'en procurer, etc. Non, c'est en termes de coût aussi. En termes de coût, en termes de la distance où je dois pouvoir me procurer de ces verres-là. C'est tout ça là qu'il faut mettre en place. Et sur l'ensemble du territoire, faire en sorte que
même si les partenaires ou bien l'État va venir, c'est pour appuyer, pour subventionner ces verres qui sont donnés ou vendus dans ces structures-là. Et c'est très important. Et c'est d'ailleurs même notre vision pour le plan stratégique que nous venons de valider il y a peu pour les années à venir. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que dans les régions, dans certains districts, qu'on ait des lunetteries qui proposent des verres à un coût abordable pour tout le monde. Que ce ne soit pas que le fait de certains, de quelques partenaires sociaux, notamment de la société civile, qui mettent les choses en place. Et là encore, faut-il voir si c'est dans les normes véritablement requises, si c'est bien encadré. Et c'est tout ce que vous êtes en train de dire. Oui, poursuivez, vous disiez qu'il faut vraiment qu'on passe à l'échelle aujourd'hui. On a de la disponibilité, oui, mais encore que les gens puissent y accéder facilement. Parce que c'est proche. Deuxièmement, parce que c'est moins cher. Et ça, c'est le grand défi auquel on fait face aujourd'hui. Parce que vous voyez, même avec nos assurances que nous avons, vous avez un verre qui vous coûte normalement, au prix normal, je donne les informations, on vous dit 120 000 selon, donc ce que vous avez, les progressifs ou enfin les régressifs. Et maintenant, l'assurance ne vous prend peut-être que 40%. Ce qui reste, c'est encore une marge très très importante pour nos bourses assez dérisoires. Je n'ai pas peur des mots. Parce que s'offrir des lunettes à 80 000, c'est un budget. Oui. Mais vous savez, on peut faire en sorte que ça soit plus bas que ça. Ça dépend de tout ce que nous mettons dans ces verres-là. C'est ça. Et est-ce qu'on a forcément besoin de tout ce qu'on met dans ces verres? Ça, c'est des points d'interrogation qu'on se pose aussi. Un enfant, est-ce qu'il a besoin de tous ces traitements qu'on met dans les verres? Dans les verres. Non, je ne suis pas sûr. L'enfant a besoin de voir. Donnons-lui ce qui lui permet de voir. Et le reste, petit à petit, on verra. Et donc, il faut qu'on aille vers l'augmentation de la demande. Puisque cette demande, c'est que ça ne s'exprime pas. Pourquoi ça ne s'exprime pas? Peut-être parce qu'on ne consulte pas assez. Donc, s'il y a une augmentation de la demande, je pense que le coût de l'offre va diminuer. Et petit à petit, parce que quelqu'un qui a sa lunetterie, ça doit lui être rentable. Mais si c'est 2 ou 3 personnes seulement qui le sollicitent, il va vouloir faire payer toutes ces taxes sur les 3 personnes. Sur les 3 personnes. Et ça rend plus cher Donc ça veut dire, venez consulter les spécialistes, allez les consulter pour qu'on puisse vous détecter vos problèmes d'yeux. Et quand la solution est proposée, si vous arrivez nombreux donc à la boutique, ils se rendent compte qu'il faut vider les stocks et se réapprovisionner. Donc en ce moment, on ne pense plus véritablement sur le petit ou bien la petite poignée de clients qui est là pour pouvoir rentabiliser sur les charges. Donc on ouvre plus, donc l'accès est favorisé. Alors, vous disiez quelque chose, c'est qu'on puisse, sur le long terme, mettre des choses comme ça en place, dans la durée, et que cela puisse servir des générations. Bon, et là, le problème auquel on fait face aujourd'hui, les partenaires ne continueront pas qu'à nous aider. Oui, les partenaires sont là pour un temps. Mais profitons peut-être de leur présence pour construire ce qui est pérenne. Et d'ailleurs, même tous les partenaires au jour d'aujourd'hui ne parlent plus d'action d'éclat. Les actions d'éclat, c'est quand tu vas, tu fais, et tu dis, bon, j'ai opéré plusieurs personnes. Ça, c'est des actions d'éclat. Tout en sachant que le problème demeure. Mais quand vous allez plutôt dans ce qui est pérenne, ce qu'on fait tous les jours, ce qui rentre en routine, quelque part, à dire vrai, ce qui rentre dans la routine devient pérenne. C'est-à-dire que je sais que
quand mon enfant doit rentrer à l'école, je dois l'amener voir un ophtalmo. Donc on revient à la santé scolaire. Qui m'est payé, puisqu'il y a l'assurance maladie universelle. Je n'aurai plus besoin de débourser Je directement. ne débourse pas beaucoup d'argent pour le faire parce que la structure est proche de chez moi. Je sors, il y a l'ordonnance qui est en partie payée. Qu'est-ce qu'il y a de plus mieux que d'avoir cette situation? Ça veut dire que automatiquement, tous les parents iront vers leur on ne demande pas mieux donc. Ils ressortent, le problème est corrigé. L'enfant, il a une bonne vision, il continue son cursus. Il va devenir un fonctionnaire de demain pour servir l'État et la communauté. Il va. Peut-être le problème n'est pas tout à fait réglé. L'école s'adapte à cet enfant. Et il essaie de lui apporter l'essentiel pour que lui aussi s'instruise comme tous les autres. Et lui aussi, il sort nanti pour pouvoir servir la population. C'est tout ce que nous demandons et nous pouvons mettre en place et faire en sorte que tout le monde soit inclus dans la société que nous bâtissons. Alors, ce que vous dites, c'est possible. Il suffit de le vouloir et il suffit également donc d'être déterminé, engagé, et il suffit de penser et voir loin. C'est ce que vous êtes en train de dire. S'il y a encore besoin que vous adressiez un message à ceux qui nous regardent, on est en train de finir comme ça. Comme on dit souvent, un dernier mot. Merci beaucoup, Issifou, pour l'invitation. L'invitation à parler d'un sujet qui nous importe beaucoup, c'est-à-dire les yeux de nos enfants et leur réussite scolaire. Il nous a permis de voir que c'est très important parce que l'information, c'est à travers les yeux que nous l'avons beaucoup plus. Les parents, vous êtes invités à écouter, à observer vos enfants. Un enfant qui se plaint n'est pas toujours capricieux. Les enseignants, les enfants sont toujours avec vous pour la plupart du temps. 8 heures par jour, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et donc, vous êtes également appelés à les observer, à les écouter, à voir comment ils copient, comment ils lisent. Quand il lit K à la place de X, ce n'est pas forcément qu'il a fauté, c'est ce qu'il lui a peut-être vu. Donc, essayez de voir, conseillez les parents pour qu'ils l'amènent en consultation. Et au niveau de l'État, c'est toujours un plaidoyer. Mettre en place et au niveau surtout du ministère de l'Éducation, mettre en place un système de santé scolaire sur lequel l'ensemble des programmes peuvent se greffer pour construire un système de santé scolaire solide et qui puisse peut-être plus tard aider nos élèves et à aller sereinement au cours. Je vous remercie. Merci, docteur Yao Sepopo-Prampe. Vous êtes le coordonnateur du programme national de santé oculaire. Vous êtes venu donc nous donner des conseils pour cette rentrée scolaire, pour que nous, parents, vous et moi d'ailleurs, et que nous tous, nous puissions être à l'écoute, à l'observance des enfants, également ceux qui les forment, et donc aux décideurs de pouvoir mettre en place tout ce qui peut aider à assurer une bonne vision aux enfants pour qu'ils puissent capter les 80% d'informations qu'ils reçoivent pour leur réussite scolaire et être donc de grands commis de demain. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute des conseils prodigués. Restez à l'écoute et gardez un œil rivé sur SOS Docteur TV. Vous aurez les 80% d'informations santé ici. Allez, ciao.
serait